Expulsé de la photo de famille. Mon frère a ricané que je gâchais l'apparence. Mon père a confirmé, il n'est pas nécessaire. Ma promesse glaçante, vous allez le regretter. Ce n'était qu'une photo. Juste une image dans le jardin. Une petite tradition familiale sans importance. Jusqu'à ce que ça devienne une exécution. Est-ce que quelqu'un peut le faire sortir du cadre dit Philippe, assez fort pour que tout le monde entende. Il gâche toute l'apparence. Les mots n'étaient pas hurlés. Ce n'était pas nécessaire. Ils étaient légers, jetés comme une serviette à la fin d'un repas. Et pourtant, ils coupèrent comme un scalpel. Je tournai la tête lentement, à moitié certain d'avoir mal entendu. Mais non, il regardait directement le photographe, pas moi, faisant un geste désinvolte dans ma direction comme si j'étais un objet déplacé. Mon père n'hésita pas. Oui, faites-le sortir. Il ne me jeta même pas un regard. Ce n'est pas quelqu'un dont on a besoin sur cette photo de famille, de toute façon. Cette phrase frappa plus fort que je ne l'avais prévu. Pas « tu ne te comportes pas bien », pas « recule juste pour une photo ». Non, tu n'es pas nécessaire. Et ça, c'était un verdict. Tous les regards étaient désormais sur moi. Des dizaines de membres de la famille figés en plein mouvement. Personne ne parla. Pas ma mère, qui avait promis un jour que j'aurais toujours ma place. Pas ma tante, dont les opinions politiques pourraient déclencher des guerres à Thanksgiving. Même pas grand-mère, cette femme dont le regard perçant pouvait faire taire Dieu, ne dit un mot. Ils se contentèrent de fixer, attendant que je me plie, comme un chien qui se serait égaré dans la mauvaise pièce. Le silence fut la partie la plus cruelle. Pas un seul souffle d'indignation, pas le moindre tressaillement de contestation. Juste un accord collectif. J'étais, semblait-il, jetable. Philippe s'approcha de moi avec ce sourire narquois, celui que je connaissais depuis l'enfance, celui qu'il arborait quand il m'accusait d'avoir cassé le bateau ancien de papa, ou quand il avait accidentellement effacé ma candidature à l'université. Il posa une main sur mon épaule. Allez, dit-il doucement, comme un hôte escortant un invité indésirable vers la porte. Ne fais pas de scandale. Ne fais pas de scandale. Comme si c'était moi le problème. La photo était un piège. La poussée, douce, oui, fut l'insulte finale. Je ne l'ai pas frappé. Je n'ai pas crié. Je me suis juste défendu. Juste assez pour le déséquilibrer. Effacer son sourire narquois. Ses yeux s'écarquillèrent. Puis la comédie commença. Il m'a poussé. Il recommence. Il doit toujours tout gâcher. Mon père s'avança comme un juge entrant en salle d'audience. Arrête de te comporter comme un enfant, lança-t-il. Tu n'as jamais compris ce que ça signifie de faire partie de cette famille. Et juste comme ça, la sentence fut scellée. Je regardais leurs visages, certains satisfaits, d'autres mal à l'aise, la plupart indifférents. L'air sentait l'herbe coupée et la cruauté. Et quelque chose en moi se tut, pas brisé, juste immobile. Je redressai ma veste, ajustai ma manche. Je regardai Philippe dans les yeux, puis mon père. Oh, vous allez tous le regretter, dis-je, calme comme la glace. Plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. Pas de cris, pas de drame. Juste une déclaration. Puis je me tournai et m'éloignai, à travers la pelouse, par la porte, hors de leur tableau parfait. Le clic de cette porte derrière moi, ce n'était pas un adieu. C'était une déclaration de guerre. Le trajet loin de cette maison, de cette pelouse parfaitement entretenue qui empestait l'hypocrisie, fut un flou d'adrénaline et d'un calme étrange et creux. Je ne me suis pas retourné. La déclaration de guerre avait été faite. La porte claquait derrière moi comme le déclic d'un pistolet, et maintenant, un silence inquiétant régnait. Le reste de la journée, mon téléphone resta obstinément silencieux. Pas d'appels frénétiques, pas de textos apaisants. C'était comme si ma sortie dramatique n'avait été qu'un petit désagrément, facilement balayé pour que la comédie continue. Le lendemain matin, un seul texto formel de maman clignota sur mon écran. J'espère que tu vas bien, suivi d'un emoji cœur qui ressemblait à une insulte calculée. Je répondis simplement ça va, et fidèle à elle-même, elle ne relança jamais. C'était l'étendue de leur inquiétude immédiate. Papa et Philippe? Silence radio total, comme prévu. Leur message était clair. J'avais été effacé. La vraie confirmation de mon bannissement officiel vint subtilement. Une exécution digitale. Quelques jours plus tard, je remarquai que le groupe familial sur le téléphone, habituellement un flot incessant de banalités et de mèmes passifs-agressifs,
était étrangement silencieux pour moi. Je ne compris qu'après que ma cousine Faith, une des rares à me traiter comme un humain, avait répondu tous à un message que je ne pouvais pas voir. Quand je lui envoyais un message privé, sa réponse fut un «Oh, je pensais que tu avais quitté le groupe», sans explication, sans excuse, juste disparu. Pouf, comme si je n'avais jamais existé. C'était une manière terriblement efficace de faire disparaître quelqu'un. Ce n'était pas seulement être exclu d'une photo, c'était la démolition systématique de mon lien déjà fragile avec eux. Puis vint la parade des exclusions ciblées, chacune un nouveau coup de couteau. Le barbecue annuel de l'oncle Jerry pour le 4 juillet, événement où j'étais présent depuis l'enfance, s'est déroulé sans moi. Je vis les photos plus tard sur Instagram. Philippe, bien sûr, en pleine place près du grill, pince à la main comme un conquérant suburbain, tout le monde rayonnant. Ma plus jeune cousine, Selena, avait une exposition d'art en ville pour ses tableaux assez médiocres. Toute la famille y était, à en juger par les nombreuses photos taguées. Mais mon invitation, semblait-il, s'était perdue définitivement dans le Courier. Même les rencontres de week-end, celles qui éclataient spontanément dans le groupe, apparaissaient désormais sur les réseaux sociaux, preuve criante d'une vie dont je n'étais plus partie. Au début, j'essayais de rationaliser, me disant qu'ils me donnaient peut-être de l'espace, que la poussière devait retomber. Mais la rapidité avec laquelle ils s'adaptèrent à mon absence, la manière fluide dont ils refermèrent leurs rangs, parlaient d'eux-mêmes. Il ne s'agissait pas d'espace, il s'agissait de remplacement, ou plutôt de la suppression joyeuse d'un élément indésirable. Une illustration particulièrement aiguë de cette campagne silencieuse eut lieu lors d'une rencontre accidentelle au supermarché. Je vis ma tante Bridget dans le rayon des fruits et légumes, son caddie déjà débordant. Un instant, j'envisageais de faire demi-tour et de fuir, mais elle me vit. Ses yeux, habituellement perçants et évaluateurs, s'illuminèrent d'une émotion indéchiffrable, surprise peut-être ou légère panique. Elle fit un signe de tête bref, à peine perceptible, marmonna un «Bonjour», perdu dans le bruissement des sacs plastiques, puis fila presque en courant vers la caisse, sa hâte presque comique. Aucune question sur mon état, aucun mot sur l'incident. Juste une retraite rapide et maladroite. C'était une démonstration magistrale d'évitement familial. Un signal clair que j'étais désormais officiellement persona non grata, même dans les allées du choucal bio et des fromages artisanaux. Les interactions ultérieures avec maman furent tout aussi pathétiques. Quelques textos sporadiques, étrangement formulés, toujours brefs, toujours envoyés à des heures étranges, comme si elle était une espionne communiquant depuis les lignes, ennemies, terrifiée d'être prise en train de montrer la moindre parcelle d'attention maternelle. Une fois, j'essayai de l'appeler. Elle répondit d'une voix étranglée, prétendant être terriblement occupée, et raccrocha avant que je ne puisse dire plus de 2 mots. 1 heure plus tard, un texto «Désolé, occupé». Le message était clair, fort et clair. J'étais seul. Et le champ de bataille sur lequel j'avais mis les pieds était bien plus froid et désolé que ce que j'aurais pu imaginer. Les semaines qui suivirent mon exil sans cérémonie se fondirent dans un schéma monotone d'indifférence forcée de leur part et de détermination renforcée de la mienne. Je rejouais en boucle le ton méprisant de papa, le visage narquois de Philippe, le mur de silence complice des autres, et à chaque répétition, un peu plus de toute forme de sentimentalité qui aurait pu persister s'effaçait. Ils avaient tracé leur ligne dans le sable, et moi, à mon tour, je commençais à fortifier la mienne. Je compris alors que cela ne concernait pas seulement une photo ruinée. C'était une vie entière à être traitée comme secondaire, un problème à gérer plutôt qu'un fils ou un frère à valoriser. La déclaration de guerre que j'avais faite n'était pas une bravade vide. C'était une promesse à moi-même que les choses changeraient fondamentalement. Je n'avais simplement pas encore compris comment. Jusqu'à ce qu'un détail oublié, un vestige de la prévoyance avisée de grand-mère, ressurgisse dans ma mémoire comme un atout caché. Au milieu de leur campagne de cruauté banale et d'exclusion systématique, une ironie étrange commença à fleurir. Vous voyez, malgré toute leur posture sur l'image et le statut, ma famille avait une appréciation profondément ancrée pour ses conforts, beaucoup d'entre eux subtilement subventionnés par le fonds familial. Ce n'était pas une fortune colossale, mais une fiducie respectable établie par grand-mère il y a des années, destinée aux dépenses importantes de la famille, soutien éducatif, aide d'urgence et surtout, ses voyages et réunions familiales annuelles, somptueux qu'il chérissait tant. Et l'unique administrateur de ce fonds, la seule personne à qui grand-mère avait confié le dernier mot sur chaque retrait, chaque allocation, c'était moi. Elle m'avait dit un jour, avec un sourire en coin, qu'elle m'avait choisi parce que j'étais le seul qui ne gaspillerait pas l'argent en futilité
ou ne se laisserait pas intimider pour prendre de mauvaises décisions. À l'époque, cela semblait juste une autre corvée ingrate, une responsabilité de plus pour le bouc émissaire désigné de la famille. Maintenant, cependant, cela ressemblait à la clé d'un royaume très spécifique. La première tentative arriva quelques semaines après mon exil. Un email de papa, tout en professionnalisme sec, sans aucune mention de l'incident dans le jardin, demandant sèchement l'approbation pour le dépôt de réservation de leur maison de vacances annuelle au bord du lac. Le même voyage dont j'étais maintenant implicitement, sinon explicitement exclu. C'était presque comique dans son audace. Peu après, un texto de Philippe arriva, dégoulinant de fausses bonhomie. Il demandait si j'allais bien, puis, sans attendre de réponse, enchaînait doucement. Hé, frangin, quand tu as un moment, tu peux jeter un œil à cette demande pour la maison au lac? Tout le monde attend. Aucune excuse, aucune reconnaissance de ses précédentes exactions. Juste une attente désinvolte de ma servitude continue. C'était le même vieux scénario, les mêmes vieux rôles. Il supposait clairement que je me coucherais et approuverais tout, comme je l'avais toujours fait, avide de n'importe quelle illusion d'inclusion. Mais le Lorenzo qui gérait le fond par devoir à contre-cœur avait disparu, remplacé par quelqu'un qui avait enfin pris conscience du poids du stylo qu'il tenait. Je décidai qu'il était temps qu'il se familiarise de nouveau avec les vrais statuts du fond, ceux que grand-mère avait minutieusement rédigés. Je répondis à l'email de papa, tout aussi professionnellement, demandant des factures détaillées, une liste précise des participants et la justification du budget anormalement gonflé qu'il proposait. Pour Philippe, je me contentais de répondre par texto. Toutes les demandes de fonds et la documentation justificative doivent être soumises formellement par email, conformément à la section 4, sous-section B de l'accord de fiducie. Le silence qui suivit fut, pour une fois, satisfaisant. Puis maman appela, sa voix sucrée d'une douceur forcée, premier contact direct depuis des semaines, demandant si je pouvais juste aider cette fois, chérie, pour la paix familiale. Je lui dis de s'assurer que toute la documentation soit correctement envoyée par email. La ligne resta silencieuse un instant avant qu'elle ne raccroche. Ils pensaient pouvoir me pousser hors du tableau tout en gardant ma main pour signer leur chèque. Ils allèrent bientôt apprendre à quel point ils se trompaient. Les règles, longtemps une simple formalité, allèrent devenir mon arme la plus puissante. Ma nouvelle adhésion inflexible à la lettre de l'accord de fiducie de grand-mère fut une pilule amère à avaler pour ma famille, et ils s'étranglaient chaque jour avec. Ma boîte de réception devint un dépôt de leurs demandes à peine voilées et de leurs supplications de plus en plus désespérées, chacune méticuleusement cataloguée et à laquelle je répondis avec la même précision bureaucratique inébranlable. Je devins le gardien de leurs droits et je n'avais aucune envie d'être généreux. La première fissure majeure dans leur façade de normalité apparut lorsque Philippe, opportuniste comme toujours, essaya une autre tactique. Il m'appela un dimanche matin, sa voix étrangement amicale, presque suppliante. Il parla longuement d'un nouveau film qu'il aurait vu, puis, avec la subtilité d'un rhinocéros chargeant, il enchaîna. Alors, à propos du fond, le gros voyage de pêche pour l'anniversaire de papa approche. Tout le monde compte vraiment dessus. Tu pourrais juste, tu sais, laisser passer ça pour lui, pour la vieille époque. Les gens vont être super en colère contre moi si ça n'a pas lieu. Ah, je pouvais presque entendre les rouages de son cerveau tourner alors qu'il essayait de manipuler la situation. Je lui dis simplement, la voix sans aucune émotion. Envoie-moi la documentation complète, Philippe. Détaillée, comme le veulent les règles. Il tenta un rire creux, puis demanda si j'étais vraiment prêt à être ce type. Je confirmis, oui, Philippe. Je suis précisément ce type maintenant. Le silence à son bout du fil fut d'or avant qu'il ne raccroche brusquement. Ensuite vint papa, tentant d'utiliser la honte publique. Il commença à mettre en copie presque tous les cousins éloignés et connaissances de la famille dans ses emails concernant le fond, rédigeant de longs discours sur l'héritage familial, l'importance de ne pas laisser de petites rancunes nous diviser et la sainteté de la tradition. Ma réponse fut toujours la même. Je répondais à tous en joignant les sections pertinentes de l'accord de fiducie et indiquant poliment où ces demandes ne respectaient pas les critères stipulés, souvent avec un tableau coloré pour plus de clarté. C'était délicieusement exaspérant pour eux. Philippe, prévisible, perdit le peu de sang-froid qu'il avait. Il m'envoya une rafale de textos furieux, m'accusant de tout gâcher juste pour prouver un point stupide. Je répondis calmement par texto, le point, Philippe, c'est que tu ne peux pas traiter les gens comme des déchets jetables, et ensuite attendre qu'ils satisfassent chacun de tes caprices. Il n'eut aucune réponse à cela. Ma minutie devint légendaire, ou peut-être tristement célèbre, dans le cercle familial.
Chaque demande de remboursement pour leurs extravagances proposées était minutieusement examinée. Je fis soumettre à l'oncle Jerry les reçus pour chaque guirlande lumineuse et chaque serviette en papier pour une fête improvisée, du jardin à prix exorbitants. Je demandais des listes d'invités détaillées et des factures de traiteurs pour le brunch essentiel de réunion familiale de maman, que je savais être un prétexte pour qu'elle et ses complices profitent d'une journée spa aux frais du fonds. Tout ce qui s'écartait même légèrement des règles explicites de grand-mère était rejeté, avec un email poli et formel expliquant l'infraction précise, toujours en copie à toute la liste familiale. Plus de clins d'œil et de complicité, plus de «faites-nous juste confiance cette fois». Ils voulaient jouer selon un nouveau jeu où je ne comptais pas. Très bien. Maintenant, ils joueraient selon les règles de grand-mère, appliquées par moi à la lettre absolue. Tante Bridget essaya de contourner le processus via un message sirupeux sur Facebook, suggérant que peut-être on pourrait s'arranger juste entre nous si je signais simplement les formulaires. Selena tenta le chantage affectif, pleurant sur le stress de maman et comment mon obstination compliquait tout pour tout le monde. Ma réponse standard devint: ce n'est plus mon problème. Si vous souhaitez utiliser le fonds familial, assurez-vous que toutes les soumissions soient conformes. La belle et complexe tapisserie de leur style de vie financé sans effort commença à se défaire à une vitesse alarmante. Le fameux grand voyage de pêche pour l'anniversaire de papa, dans un lodge exclusif et isolé, annulé. Personne, en fin de compte, n'était prêt à payer lui-même quand il s'agissait des coûts réels, et non plus d'un fonds familial magique. Le somptueux brunch de retrouvailles familiales se transforma en un rassemblement morose dans le jardin avec une pizza tiède achetée en magasin et une ambiance palpable de ressentiment. Papa, ai-je appris par le bouche à oreille, notamment grâce à ma cousine Faith, devenue mon informatrice officieuse, commença à appeler des parents éloignés pour se plaindre de ma poigne tyrannique sur les finances. Ce qui fut amusant, c'est que certains de ces parents, intrigués, me contactèrent en fait. Je leur ai simplement envoyé les documents de la fiducie ainsi qu'un résumé des demandes refusées et non conformes. Pour la première fois, le récit qui faisait de moi la personne difficile commença à susciter un certain scepticisme sain en dehors de leur cercle immédiat d'autodroit. La tension latente éclata enfin un soir où Philippe, sans prévenir et sans invitation, se présenta à mon appartement. Il ne frappa pas. Il utilisa la clé qu'il avait depuis des années, une erreur que je corrigeais dès le lendemain en changeant les serrures. Il entra d'un pas décidé, le visage marqué par un sentiment d'égoïsme belliqueux, et se lança immédiatement dans une tirade sur le fait que j'étais dramatique et que je ramenais tout à moi. Il m'accusa de saboter délibérément les traditions familiales, de vouloir rendre tout le monde malheureux. Je restais assis, calme, et répétais simplement que je suivais les termes explicites d'un document légal. Il tenta alors de m'intimider physiquement, s'approchant, la voix montant, insistant pour que je arrête ça, ou qu'il trouverait un moyen de passer outre. Je lui répondis tranquillement de faire de son mieux, lui rappelant que grand-mère avait pris soin que ses instructions soient inattaquables. C'est là qu'il perdit complètement le contrôle. Il se mit juste devant moi, les veines du cou gonflées, me traitant de loser pathétique. Il me poussa même, violemment et agressivement. Je le repoussai avec la même force, ce qu'il fit chanceler. Il semblait vraiment choqué, comme s'il ne croyait pas que je riposterais. Avant que ça n'aille plus loin, il grogna, claqua sa main violemment sur mon comptoir de cuisine, en signe de rage impuissante, puis sortit en claquant la porte si fort qu'un cadre tomba du mur. Aucun mot d'excuse, aucune tentative de raison, juste une rage pure et brute parce que je n'étais plus leur paillasson soumis. L'image parfaite de la famille n'était pas seulement ternie, elle était en train de se briser. Le silence qui suivit le départ furieux de Philippe s'étira sur des semaines, puis des mois. Pas un silence de réflexion ou de remords, non. C'était le calme froid et stratégique d'une famille se regroupant en secret, planifiant le prochain coup. Et 1 an plus tard, ça arriva, sous la forme d'une épaisse enveloppe ivoire, portant le papier à en-tête privée de papa. Une invitation formelle. Non, un ordre. Vous êtes prié d'assister à une réunion familiale afin de résoudre les tensions en cours autour de la fiducie et de restaurer l'harmonie familiale. Copie à tous, tante, oncle, cousin. Des noms que je n'avais pas entendus depuis des années. Ce n'était pas une branche d'olivier. C'était une convocation au tribunal, avec moi désigné comme accusé devant un jury de sang prêt à condamner. J'aurais dû rire. À la place, j'ai répondu. D'accord, écrivis-je en réponse, en copiant toute la liste. À 3 conditions.
La réunion se tient chez grand-mère. Elle sera présente. Et j'enregistrerai toute la séance pour plus de transparence. Je savais ce que je faisais. La partie enregistrement les fit se tortiller. Je le sentis dans leur recul paniqué qui suivirent. Mais grand-mère, bénie soit sa colonne vertébrale d'acier trempé, mit fin à la discussion. Ma maison, je serai là. Pas d'édition. Ils étaient coincés. Le jour de la réunion, le salon formel de grand-mère, habituellement réservé aux funérailles et séances photos, était tendu comme une salle d'audience. Ils étaient tous là. Philippe, irradiant une innocence blessée. Papa, visage neutre mais poings serrés. Maman, petite et grise. Bridget et Selena murmuraient dans un coin. Jerry gigotait sur sa chaise. Et Faith, toujours l'incontrôlable, scrollait sur son téléphone, le visage impassible. Papa se leva le premier. Prédictible. Un discours rempli de mots creux. Unité familiale. Guérison. Tournez la page. Il invoqua la tradition. Invoqua grand-mère. Invoqua Dieu. Il ne dit rien. J'attendis. Puis parlait. Si c'est à propos de la fiducie, parlons franchement. Je sortis des dossiers. Pièce A, le contrat de la fiducie. Pièce B, les violations à noter. Pièce C, les dépenses qu'ils avaient tenté de cacher sous des descriptions vagues. Des emails, des eurodatages, des relevés bancaires. Je ne haussais pas la voix. Je ne les insultais pas. Je laissais les faits faire ce que des années de cris n'avaient jamais pu faire. Chaque fois que papa essayait d'interrompre, je glissais un autre document sur la table. Chaque fois que Philippe protestait, je lançais un message vocal. Ce n'était pas qu'une présentation. C'était une autopsie, et ils étaient la cause du décès. Puis vint la rupture. Philippe, le visage rouge, les poings tremblants, frappa la table du plat de la main. C'est vindicatif, tu nous punis. Tu as toujours détesté cette famille. Et puis grand-mère parla. Philippe. Un mot. Mais qui coupa comme un couteau. Elle ne haussa pas la voix. Elle ne répéta pas. Assieds-toi. Il se figea. Cette voix, calme, absolue, le réduisit au silence comme une gifle. Lorenzo ne punit personne, continua-t-elle, voix de fer sous velours. Il suit les instructions que j'ai laissées dans ma fiducie. Si toi ou ton père avez un problème avec ces termes, adressez-vous à moi. Mais n'osez pas faire de lui votre bouc émissaire. Silence. Philippe s'assit. Papa ouvrit la bouche, puis la referma. Oncle Jerry se leva soudainement. Je dois aller quelque part. Il partit vite. Tante Bridget marmonna quelque chose à propos de perte de temps et sortit en trombe. Selena suivit, reniflant dans un mouchoir. Et enfin, le coup final, doux, inattendu. Faith, qui n'avait pas levé les yeux une seule fois, le fit enfin. Vous auriez tous pu éviter ça, dit-elle d'un ton détaché, presque ennuyé. Si vous n'aviez pas passé tant d'années à prétendre qu'il n'existait pas. Personne ne parla. Elle verrouilla son téléphone, croisa les jambes. Mais vas-y, Philippe, continue. C'était fini. La pièce se fissura, non pas par le bruit, mais par l'effondrement silencieux d'un mythe. Le mythe de la famille parfaite. Le mythe de l'enfant problème. Le mythe qu'ils pouvaient m'effacer et garder la couronne. Ils perdirent plus que la réunion ce jour-là. Ils perdirent le contrôle de l'histoire. Et moi, calmement en rangeant mes dossiers, je n'eus plus besoin de dire un mot. Ce jour-là, en rangeant mes affaires, tandis qu'ils s'éparpillaient comme des cafards surpris par un rayon de lumière inattendu, ce fut vraiment le moment le plus silencieux et profondément paisible que j'avais vécu depuis des années. Il n'y avait plus aucune rage résiduelle, aucun frisson de colère ou de douleur persistante. Juste une immobilité, méritée, solide et indéniablement finale. Dans cette pièce, les regardant dans leurs visages stupéfaits et vaincus, alors que l'édifice soigneusement construit de leur autorité familiale s'effondrait autour d'eux, ils savaient. Ils ne criaient pas. Ils ne suppliaient pas. Pas encore. Parce qu'à cet instant de vérité brute et nue, il n'y avait plus rien à dire. Ils avaient irrémédiablement perdu. Mais le silence, surtout le silence des vaincus, a une durée de vie notoirement courte. Il a fallu environ une semaine pour qu'ils se fissurent, que les premières craquelures de leur panique naissante apparaissent. Cela a commencé, comme souvent, par maman. Un message texte doux et hésitant, une branche d'olivier numérique timidement tendue. Pourrais-tu peut-être parler à Philippe? Il le prend très mal. Juste pour l'ancien temps? L'ancien temps. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu l'étaler sur du pain grillé. Je n'ai même pas daigné répondre.
Puis est venu un message vocal de papa, au ton rude et maladroitement gêné, une tentative maladroite de magnanimité qui sentait le désespoir. Il marmonnait quelque chose sur le fait que nous devrions tous essayer de laisser cet épisode malheureux derrière nous. Parlons-en, fiston. Le mot fiston lui semblait étranger. J'ai supprimé le message sans hésiter. Puis les vannes se sont véritablement ouvertes. Philippe, fidèle à lui-même, envoyait des messages chaque jour, une offensive pathétique et incessante pour réécrire l'histoire, pour se poser en victime. Un jour, c'était « Tu as fait ton point, Lorenzo. Ça ne suffit pas ?» Le lendemain, un passage à l'accusation blessée « C'est juste de la vengeance maintenant. Tu aimes ça, n'est-ce pas ?» Et puis, la projection classique. « Tu fais toujours ça quand tu te sens exclu, tu dois toujours ramener ça à toi. » Chaque message témoignait de son absence totale de conscience de lui-même. Tante Bridget s'en mêlait avec des mails longs, leurs objets hurlaient comme des sirènes d'urgence. « Veuillez lire! Urgence familiale! Pensez à votre mère !» Remplis de déclarations dramatiques sur la sacralité de la famille et mes supposées fautes morales. Selena, elle, tentait des aveux trempés de culpabilité sur Messenger. De longs textes décousus sur à quel point tout le monde est brisé et comment seul moi pouvais réparer ça, entrecoupé d'émoticônes en pleurs. Même oncle Jerry réussissait à bafouiller un message vocal qui semblait avoir été enregistré à moitié bourré, babillant sur le fait que le sang est plus épais que l'eau, mec, tu dois, tu sais, être plus grand. Il ne voulait pas de réconciliation. Il n'en était même pas capable. Il voulait du contrôle. Il regrettait l'emprise qu'ils avaient autrefois sur moi, pas moi. La dernière fois que j'ai pris des nouvelles de grand-mère, juste pour m'assurer qu'elle ne soit pas harcelée, elle a simplement ri, ce rire sec et complice qui lui est propre. « Oh, ils appellent toute la semaine, mon chéri, » disait-elle, une pointe d'amusement dans la voix. Chacun avec son histoire triste. Je leur ai dit franchement, vous avez fait votre propre bazar. Maintenant, vous pouvez bien vivre dedans. Son soutien inébranlable était un baume discret. Puis vint l'inévitable escalade. Philippe, prévisible, théâtral, s'est présenté à mon appartement. Encore une fois, il frappait à la porte, la voix étouffée mais clairement hystérique. « Lorenzo, ouvre cette porte! Tu déchires cette famille! Tu es cruel! Ils ont besoin de toi! » Eux, le même eux collectif qui m'avait si facilement et cruellement jugé inutile. Une tache sur leur précieux portrait familial. Un problème à effacer de leur héritage. Je n'ai pas ouvert la porte. Je ne me suis même pas approché. Et je n'avais pas besoin de dire un mot. Ils m'avaient méticuleusement rayé de leur vie depuis des années. Maintenant, ils pouvaient enfin vivre vraiment avec cette modification soigneusement élaborée. J'ai changé de numéro le lendemain, installé de nouveaux filtres plus agressifs sur ma boîte de réception. Et dans ce silence qui a suivi, un silence profond et libérateur, qu'ils avaient en jadis utilisé comme arme pour me punir et m'isoler, j'ai prospéré. Ils ont eu exactement ce qu'ils ont toujours voulu, au final. Une famille sans moi, et moi, j'ai enfin, sans équivoque, compris ce que ça signifiait de respirer sans excuse. Pas de regret, juste de l'air. Pur, propre et glorieux, à moi.